Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouveau rendez-vous de décryptage. Alors dans quelle mesure mai 68, dont on continue de fêter les 50 ans, fut aussi un mouvement de rupture esthétique, pratique? On a déjà posé cette question il y a quelques semaines dans ces studios de Mediapart. C'était avec l'historien Philippe Artière à l'occasion d'une exposition Images en lutte qui s'est tenue aux Beaux-Arts de Paris il y a quelques semaines, au printemps dernier. Il se trouve qu'une exposition qui se tient maintenant à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, dans l'Ouest parisien, jusqu'au 17 septembre, permet de poursuivre la réflexion. Alors l'exposition s'appelle Mai 68, l'architecture aussi, avec un point d'exclamation. Et on va en parler avec deux de ses commissaires. Éléonore Marantz, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, vous êtes maître de conférence en histoire de l'architecture contemporaine à l'Université Paris 1. À vos côtés, Jean-Louis Violot, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, professeur à l'École nationale supérieure d'architecture de Nantes. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, peut-être on pourrait vous écouter tous les deux sur, finalement, est-ce qu'on pourrait dire qu'on a construit différemment en France après mai 68, tout simplement? Qu'est-ce que vous en pensez, Éléonore Marantz? Alors 68, c'est définitivement un moment de bascule. Oui. Un moment de bascule très important qui d'abord intervient dans l'enseignement, dans la manière dont va être enseignée l'architecture et qui de fait va avoir des répercussions sur la manière dont on va pratiquer l'architecture. C'est un mouvement qui commence au début des années 60 et qui va véritablement se poursuivre jusqu'à la fin des années 70. Avant 68, la formation telle qu'elle était donnée, ça participait aussi d'une structuration de la profession ensuite. C'est-à-dire que la position professionnelle qu'on allait occuper dépendait du parcours qu'on avait eu à l'école. Et donc, comme ce système de formation change, eh bien, ce système de structuration professionnelle va changer aussi. Et donc, la manière de faire l'architecture va changer. Alors, du coup, il y a le début de l'exposition, on s'arrête quand même sur les Beaux-Arts de Paris et cette section, du coup, architecture. Et finalement, mai 68, c'est un peu l'éclatement, si je comprends bien, de ce modèle Beaux-Arts de Paris. Est-ce qu'on peut rentrer un peu dans... donc, évidemment, les Beaux-Arts de Paris, on pense à l'occupation qu'il y a eu en mai 68, qui est une des images, voilà. Est-ce que pour poursuivre un peu ce qu'a dit Éléonore Marantz, qu'est-ce que ça signifie exactement, cette idée d'un éclatement des Beaux-Arts? C'est comme si les architectes avaient sauté à l'élastique, mais sans élastique. Je m'explique. C'est-à-dire? Au même moment, les toubibs, les médecins font mai 68. Il y a des médecins aux pieds nus, médecine sociale, dispensaires en banlieue, une prise de conscience de la profession libérale dans son rôle par rapport aux soins et à son public. Mais les médecins renforcent encore leur numerus clausus juste après mai 68. Et ça fait un peu plus de 10 ans déjà qu'ils ont leur CHU. Les magistrats, ils ont fait mai 68. Il y a même un syndicat très célèbre qui en est issu. Le syndicat de magistrature en ligne directe. Mais ils ont bien pris soin de garder leur ENM à Bordeaux. Les architectes, ils ont tout cassé d'un coup. Leur grande école, l'école des Beaux-Arts, comme vous disiez, leur numerus clausus, leur concours d'admission, renforcé chez les médecins juste après mai 68, qui eux pourtant aussi ont fait mai 68, profession libérale aussi, réglementée, reconnue par l'État, etc. Les médecins, ils cassent leur grande école, ils cassent leur concours d'admission, ils cassent leur prix de Rome. Ils cassent en fait, ils déchirent tous leurs habits sociaux. C'est une sorte de suicide sociologique très généreux au nom d'un doute profond sur leur rôle dans la société et sur l'architecture qu'ils avaient jusqu'ici, durant les 30 glorieuses, comme on les a appelées, avec des guillemets, au nom de la piètre qualité finalement de cette architecture qui avait été produite. Et il y a un doute profond dans cette profession sur son rôle, sa raison d'être et sa raison sociale, qui explique cette sorte de suicide. Alors que les autres professions libérales, toutes remuées qu'elles sont par l'événement, n'en font pas autant. Et quand je dis à l'élastique sans élastique, c'est que les architectes auraient pu atterrir à l'université. À ce moment-là, à Vincennes, on crée des départements de théâtre, de psychanalyse, d'art plastique, de cinéma, d'urbanisme. On aurait pu faire un département d'architecture, c'était une ligne sur un décret. Non. Et les architectes vont rester dans cette sorte de maelstrom, de marais, ayant perdu leur grande école, une partie des attributs de leur corps, et sans arriver pour autant à l'université. Mais ça veut dire, parce que vous êtes un sociologue, est-ce que c'est le moment aussi finalement où les sciences humaines, les sciences sociales s'intéressent à l'architecture? Oui. Est-ce que l'architecture devient comme une figure d'un intellectuel, d'un sociologue? Qu'est-ce que vous diriez? Oui, c'est le... Jean-Paul Sartre, il avait dit il faut écrire son époque. Jean Nouvel, il a dit il faut construire son époque. C'est un petit peu la... Enfin,
Oui, l'architecte s'engage, il devient un intellectuel. Oui, c'est le moment où on fait appel aux sociologues, c'est le moment où ils déboulent en masse dans les écoles d'architecture. Mais comme tout arrivé dans un corps déjà constitué avec sa discipline, je dirais, cette arrivée-là se base sur des malentendus et des équivoques. C'est-à-dire qu'ils sont un peu pris comme les messies, comme les sauveurs qui vont enfin apporter des réponses aux doutes existentiels et aux questions que se posent l'architecte. Évidemment, ils n'en sont pas. Et disons qu'une dizaine, une quinzaine d'années après, la relative déception sera à la hauteur des attentes un peu folles nées autour de mai 68. Le slogan de mai 68, c'était « L'urbanisme est un acte politique au service du peuple ». Les footballeurs, ils ont fait mai 68 aussi, et leur slogan c'était le football aux footballeurs. Ils auraient pu dire un ballon pour tout le monde. Non, ils ont dit le football aux footballeurs. Et les architectes, ils n'ont pas dit contre les clubs, les appareils, les agents. Les architectes, ils n'ont pas dit l'architecture aux architectes, ils ont dit l'architecture est un acte politique au service du peuple. C'était très dangereux. Et une partie d'entre eux qui ont finalement subordonné leur pratique aux principes politiques, de 68, tout est politique, eh bien, on ressentit une quinzaine d'années après une déception à la hauteur de l'attente de ce moment d'efflorescence des événements de mai 68. Alors on va revenir sur la question de l'héritage aussi et de l'empreinte qu'a laissé mai 68 sur peut-être certains des grands architectes français qu'on connaît. Mais avant, je propose du coup, quand on a parlé de l'éclatement des beaux-arts, donc il y a ce moment un peu dans l'exposition, on décrit ce qu'on appelle les unités pédagogiques d'architecture, donc qui sont ce réseau d'écoles particulier où l'enseignement est différent. Est-ce que, sans rentrer, sans être exhaustif sur la question, vous pouvez nous dire un peu ce qui se joue là et comment on enseigne différemment l'architecture? Alors effectivement, quand l'architecture va quitter le giron des beaux-arts, cet enseignement il va se réinventer dans des unités pédagogiques d'architecture qui sont autonomes du point de vue pédagogique. C'est extrêmement important parce qu'avant l'enseignement était centralisé, tandis que là il va y avoir cette autonomie. Et donc bien sûr les regroupements qui vont s'opérer, c'est un petit peu comme à l'université, après l'éclatement de l'université de Paris, c'est des regroupements qui sont aussi des regroupements par affinité pédagogique, par affinité méthodologique, par affinité esthétique parfois. Et ces unités pédagogiques d'architecture, ça va déjà être des lieux, des nouveaux lieux dans lesquels on va enseigner, dans lesquels on va apprendre l'architecture. Donc tout à l'heure, vous posiez la question de savoir si on allait construire différemment après 68, peut-être qu'une des premières manifestations des aspirations architecturales après 68 s'incarne dans la construction de toute une série d'écoles, qui sont des nouvelles écoles, des nouveaux lieux. C'est presque un nouveau programme architectural. On n'avait pratiquement pas construit d'écoles spécifiquement dédiées à l'enseignement et à l'apprentissage de l'architecture. Alors ces bâtiments, c'est des bâtiments qui sont manifestes, parce que bien sûr, on veut déjà que ces bâtiments, dans leur conception même, permettent justement des pédagogies différentes, permettent des nouveaux liens entre professeurs et étudiants, entre enseignants et enseignés. Et puis, ces écoles, elles ont aussi valeur de manifestes architecturaux parce que ce sont des démonstrations constructives, des démonstrations formelles, des démonstrations techniques. Voilà. Donc, il y a déjà ces nouveaux lieux. Et effectivement, dans ces lieux, il se passe des choses un petit peu différentes de ce qui se faisait avant. Tout simplement parce que les cartes sont un petit peu rebattues, parce qu'effectivement, il y a de nouvelles disciplines qui sont intégrées à l'enseignement, la sociologie, l'histoire aussi, qui va prendre une place différente, les arts plastiques, qui vont également prendre une place différente. On abandonne la structure qui était la structure traditionnelle des beaux-arts, qui était la structure de l'atelier, où les étudiants apprenaient tous ensemble depuis la première année jusqu'à leur dernière année sous l'égide d'un patron d'atelier. Là, on a des niveaux, des cycles qui sont définis et qui sont progressifs dans la scolarité. Et avec alors cette disparition, enfin en tout cas ce souhait de la disparition de la figure du maître, finalement qui ne sera pas si opérante que ça, parce que finalement peut-être que tout enseigné a besoin d'un maître. Et donc finalement des figures de maître réapparaîtront au fur et à mesure des expériences. Et une incise là-dessus, sur la place des femmes par exemple, parce que moi je suis toujours... c'est quand même sidérant le nombre de grands architectes hommes, par ailleurs des grands hommes blancs. Est-ce que à ce moment-là, du coup, accèdent à l'enseignement des femmes architectes qui... Alors,
il y a deux éléments, je dirais. Déjà, les femmes commencent à rentrer en tant qu'étudiantes à l'école, enfin en architecture, avant 68. Et d'ailleurs, ça fait partie à mon avis, ça fait partie aussi des éléments qui feront un petit peu éclater la machine, parce que c'est vrai que, comment dire, à l'école des Beaux-Arts, il y avait une espèce de camaraderie virile, voilà, comme dans toutes les grandes écoles. Il y a des fêtes là qui sont montrées au début de l'exposition. Exactement. Avec plein d'archives qui sont très intéressantes. Voilà. Et c'est vrai que l'entrée des femmes dans les ateliers va un petit peu aussi pousser ça aux limites, même si, bien sûr, il y avait aussi des hommes qui en avaient assez de ce genre de bizutage et de rites d'initiation. Il n'y avait pas non plus que les femmes. Donc, et effectivement, la population étudiante va se féminiser en architecture dans les années 70, mais exactement comme elle se féminise dans le reste des études supérieures. C'est pas non plus une exception. Ensuite, pour expliquer votre constat, une profession, c'est comme une société, comme disait Bourdieu, c'est comme un pétrolier, ça prend du temps pour tourner. Donc, avant que les femmes ne conquièrent leur place, ne se fassent reconnaître, surtout dans une profession où il y a une concurrence très très rude, voilà, les choses ont pris beaucoup de temps. Mais c'est vrai qu'elles en prennent et elles continuent à en prendre, ceci dit. Parce que les femmes sont largement majoritaires aujourd'hui dans l'effectif étudiant. Et franchement, ce sont plutôt les meilleurs étudiants. Et elles n'ont pas une reconnaissance à la hauteur de leur parcours scolaire. Ça, c'est une évidence, encore aujourd'hui. Je voulais vous entendre aussi sur un point. Alors, c'est un peu une question tarte à la crème quand on parle d'architecture, je crois. Mais tout de même sur l'idée d'un style mai 68. On pourrait se dire en allant voir l'expo, tiens, on va avoir, comme il y a eu un style moderniste avec la régularité, les proportions, etc. On va sortir de la clé en main avec un style un peu mai 68, etc. Vous dites, il n'y a pas de style, mais vous tournez autour quand même. Alors, qu'est-ce que vous répondez ? Si, moi, c'est pas une question qui me pose problème. Je suis pas historien de l'art, je suis sociologue, donc j'y vais en toute liberté. Ouais. Le style avant 68, c'est la maison de la radio. Un truc parachuté dans le tissu urbain du 16e qui arrive avec une sorte de figure logotypique, qui d'ailleurs servira au logo de Radio France pendant des années, un gros rond avec une tour au milieu, et qui arrive parachuté par un prix de Rome, Henri Bernard, au milieu du tissu parisien. Le style des 68, on pourrait dire, par exemple, c'est le style Ville Nouvelle, des pyramides d'Évry, par exemple, d'Andro Para, qui embauche des jeunes architectes qui ont fait leur diplôme sur le germe de ville en 66, l'idée de continuité des rapports entre le privé et le public, de prolongement des intérieurs des logements qui rayonnent vers l'extérieur. Ça donnera ces terrasses, ces prolongements qu'on voit beaucoup dans les immeubles de Ville Nouvelle. Tout ce travail aussi sur l'espace intermédiaire, le vide construit. Comment est-ce qu'on construit ce vide entre le privé et le public ? Comment est-ce qu'on joue sur les échelles ? Comment on peut rompre aussi la monotonie des façades ? Comment on les anime ? Par des couleurs, par des ornements. Il y a tout un tas de retours qui s'opèrent quand même dans la foulée des années 68. Alors après, dire que c'est mai 68 est l'origine de ça... C'est un peu la question. Ah non, ça c'est une erreur. En revanche, dire que mai 68 a pu accélérer un mouvement déjà à l'œuvre, oui, probablement. Parce que toutes ces questions, par exemple autour de l'espace intermédiaire, autour de cette continuité des relations à travers les structures spatiales, structures sociales, le Team 10, c'est un groupe d'architectes des années 1960 dont la figure la plus connue en France était Georges Candilis qui a fait le Mirail. Eux-mêmes avaient largement développé toutes ces questions. Et d'une certaine manière, mais comme tout événement politique et symbolique majeur, eh bien, ils les radicalisent et puis ils les accélèrent d'une certaine manière. Disons que comme dans tout un tas d'univers, après 68, on ne pouvait plus faire comme avant. Mais ça ne veut pas dire pour autant que mai 68 a inventé une nouvelle manière de faire. Et je poursuis un peu dans mes questions tarte à la crème ou frontale. Il y a dans l'exposition plusieurs mémoires d'étudiants qui sont devenus un peu célèbres ou qui sont des références aujourd'hui. Je pense par exemple à Jean-Louis Cohen, qui est un grand historien de l'architecture aujourd'hui. Donc il y a ça. Moi j'ai découvert. Donc je ne sais pas si c'est une thèse ou un master ou un mémoire. Mémoire de diplôme. Y a-t-il une pratique architecturale de la classe ouvrière ? Il y a des réflexions sur architecture et social-démocratie, sur ville et révolution, etc. La manière dont on pose l'architecture, souvent, est-ce qu'il y a une architecture, est-ce qu'on irait jusqu'à dire qu'il y a une architecture de gauche et de droite à l'époque ? Est-ce que c'est des choses qui ont un sens ou qui sont complètement absurdes ? Je pense surtout qu'il y a une remise en question très profonde du rôle de l'architecte. Ça, c'est vraiment très clair. Et il y a cette idée quand même assez
assez radical en mai 68 que l'architecture sera vivante quand le dernier architecte sera mort. Donc pendant au moins 3 ou 4 ans, il y a une interrogation très profonde sur est-ce qu'il est possible de continuer à faire de l'architecture. Bon, il y a ceux qui en faisaient déjà qui continuent à en faire, mais qui souvent s'expatrient dans ces années-là. Ils vont travailler dans les pays du Golfe, ils vont travailler en Afrique noire, tous les classiques de la profession. Et puis les plus jeunes se demandent comment encore faire de l'architecture. Et toute une partie du travail des années 73-74 jusqu'à 81, en fait, va être de poser des jalons pour montrer qu'il est encore possible de faire de l'architecture tout en ne se reniant pas. Et une des manières de le faire, ça va être d'être auteur résistant. Mais ça, c'est très classique et ça ne recouvre pas que l'architecture. Mais il y a cette équation qui est typique de l'après-mai et que Deleuze et Guattari ont tout à fait posée. Résister, c'est créer. Créer, c'est résister. D'une certaine manière, d'ailleurs, la politique de Jacques Lang va aussi, juste après mai 81, mettre en exergue ce mot d'ordre. Et une manière d'être architecte, d'une manière plausible après mai 68, c'est d'être architecte rebelle, résistant aux logiques financières, ou aux logiques d'anonymat qui veulent tuer l'auteur. Une partie des mots d'ordre de 68, c'est contre la déqualification. C'est le refus d'être les tireurs de barres dans les agences, en reproduisant les mêmes cellules au kilomètre. Pour les sociologues à Nanterre, c'est le refus d'être les petites mains des instituts de sondage. Ce refus-là de la déqualification traverse tout un tas d'univers en mai 68. Et chez les architectes, une manière de répondre à ce refus, c'est de se poser avec une politique personnelle, en auteur, mais encore résistant, puisqu'on est encore politisé quand même dans ces années-là. Et là, il y a une idée d'engagement qui est très forte. C'est-à-dire qu'effectivement, cette idée d'engagement et de faire l'architecture aussi pour quelqu'un, d'impliquer les usagers, de les connaître, de connaître leurs besoins, d'enquêter, de prendre en compte les sites, les terrains, de ne pas faire une architecture qui soit comme ça ex nihilo, mais qui au contraire s'intègre, prenne sa place dans la ville ou aux franges de la ville ou dans l'espace rural, mais en tout cas qui prennent en compte ce milieu-là. Donc, je ne sais pas s'il y a une architecture qui est une architecture politique au terme de gauche et droite. Je ne pense pas que ça se pose dans ces termes-là. Mais par contre, un engagement, ça, je pense que c'est un engagement très fort, oui. Vraiment. Moi, ce que je découvre dans l'expo, vous dites beaucoup de grands noms un peu de l'architecture française aujourd'hui très connus, de Ports-en-Parc, Jean Nouvel, Lyon, je crois, il y a même question de Roland Castro, devenu récemment conseiller d'Emmanuel Macron sur le Grand Paris. Tous ces gens-là, vous dites, ont été marqués par cette expérience mai 68. Oui, ils ont été, bien sûr, parce que soit ils ont été marqués parce qu'ils étaient engagés en tant qu'étudiants ou jeunes professionnels dans le mouvement, dans le moment 68, dans le mouvement, et puis dans ceux qui ont suivi. Et puis surtout, c'est parce que c'est la génération qui professionnellement va émerger après 68. Soit parce qu'ils vont prendre leur place dans le nouveau système d'enseignement, par exemple comme Siriani, soit parce qu'ils vont se faire connaître par le biais des premiers concours qui seront organisés et que ils vont prendre leur place, rentrer un peu dans le cercle vertueux de la commande. Oui, après 68, ce qu'il faut bien déceler, c'est un double mouvement. C'est-à-dire, j'ai commencé par dire que c'était un corps qui perdait ses attributs, sa grande école, son prix de Rome, sa distribution automatique par le biais des ministères constructeurs. Quand vous alliez à Rome, c'était pas seulement pour faire des relevés de statues antiques, c'était aussi pour en revenir. Et quand vous en reveniez, vous étiez tout en haut des listes d'agréments. Et chaque ministère constructeur avait sa liste d'agréments de concepteurs. Les postes avaient leur liste d'archis. Ils faisaient leur poste à Lannion, comme ils la faisaient à Marseille, comme ils la faisaient à Toulouse. L'éducation nationale avait ses collèges, avec ses listes d'archis, etc. Et quand vous aviez le prix de Rome, vous étiez tout jeune, tout en haut de la liste. Vous aviez des commandes pour la vie. Et l'État, à ce moment-là, change la dévolution de la commande publique. C'est-à-dire qu'il met fin, peu à peu, aux ministères constructeurs et à leur liste d'agréments. Et qu'il instaure, comme le disait ma collègue Éléonore, le concours. Donc il y a un principe de libéralisation de la commande, de mise en concurrence des individus entre eux. Et c'est le premier principe. Et le deuxième principe, c'est décentralisation. Qui s'occupe aujourd'hui de l'école maternelle ou primaire ? La commune. C'est la commune qui fait des concours. Qui s'occupe aujourd'hui du collège ? C'est le conseil départemental qui fait les concours d'architecture pour les collèges. Et le lycée, c'est la région. Donc, décentralisation, libéralisation. Et on peut dire que l'État, 68, c'est contre l'État, mais tout contre, pour une modernisation de ses procédures.
Avec l'idée quand même derrière tout ça que par cette idée de mise en concurrence, on allait favoriser l'émulation, on allait favoriser la créativité architecturale, on allait vers la qualité. La loi de 77, elle met véritablement l'accent sur la qualité architecturale, la recherche de la qualité architecturale. Alors ce qui est intéressant pour nous qui sommes des observateurs à distance par rapport à tous ces phénomènes, et je crois que c'est aussi ce qu'on a essayé un peu de montrer dans l'exposition, c'est qu'en fait, le passage d'une formation au sein des Beaux-Arts avec le principe de sélection qu'on vous a un petit peu expliqué là, à effectivement un système qui est beaucoup plus libéralisé par rapport à la mise en concurrence. Finalement, pour moi, c'est juste le passage d'une profession qui est structurée en corps professionnel, officiel, à une profession finalement qui fonctionne à partir de cénacles d'architectes. Parce que finalement, aujourd'hui, si on regarde cette commande, c'est à peu près la même chose. Il y a 50 agences en France qui vont travailler sur les hôpitaux. Il y a 50 agences qui vont travailler sur les archives départementales. Non, c'est pas déprimant. C'est juste un petit peu différent. Mais finalement, la spécialisation, elle est quand même là, parce qu'elle fait aussi partie du professionnalisme. Il y a eu une vraie période d'ouverture. La période d'ouverture, mais vraiment exceptionnelle, et qui explique d'ailleurs l'émergence de la génération dont vous dressiez la liste des principales figures tout à l'heure, 75-85. Pourquoi? Jusqu'à la loi MOP. La loi MOP, c'est la loi maîtrise d'ouvrage public, qui oblige les maîtres d'ouvrage à indemniser les architectes qui le font concourir. Pas tout à fait à la hauteur du travail investi, mais une bonne part, 80%, disons, de la somme de travail investie par chaque candidat sur un concours est rémunérée. Aujourd'hui, c'est plus rien, mais bref, on fait une parenthèse. Et entre 75 et 85, c'était des concours ouverts, mais non rémunérés. Donc les premières agences qui se sont engouffrées dans ce système se sont un peu fait connaître. Et si vous montez votre agence, vous avez des salariés. Et si vous voulez répondre à un deuxième, à un troisième concours, vous dites non, il faut que je sorte des salaires. Donc monsieur le maître d'ouvrage, je veux bien que vous m'invitiez, mais il faut que vous me rémunériez un peu. Et le maître d'ouvrage répond ah oui, mais alors si je rémunère, je veux choisir les gens invités à concourir. Ce qui fait que le système s'est refermé peu à peu, puisque c'est la notion de première chance qui compte à ce moment-là. Donc si on n'a jamais fait d'hôpital, c'est sûr qu'on ne fera jamais un hôpital. Si on n'a même jamais fait un collège, il y a de fortes chances qu'on ne fasse jamais un collège. Il y a une forme de réitération qui s'est réinstallée. Je voulais juste il y a énormément de choses dans cette exposition, de projets qui ont été aboutis, réalisés ou pas. Je parlais tout à l'heure notamment une des expériences qui m'a marqué, c'est un travail sur le bidonville de Nanterre, qui a été initié en 68 et qui a donné, je crois, si je ne me trompe pas, des expériences de co-construction de maisons en dur avec des habitants du bidonville. Peut-être je voulais aussi, et vous consacrez plusieurs salles à la question des appels d'offres des années 70, qui ont été assez marquants, notamment l'appel d'offres de la Villette à Paris qui a été remporté par Tchoumi, aussi la place Napoléon en Vendée, à La Roche-sur-Yon. Et je voulais peut-être qu'on s'arrête pour donner un peu une idée de ce qu'on voit aussi dans cette exposition sur les différents projets qui ont été proposés pour les Halles de Paris, donc à la fin des années 70, et qui permettent de dire, oui, dans cet appel à projet-là, il y a eu une empreinte ou un héritage de mai 68. Oui, c'est un héritage assez direct, puisqu'il est lancé par le syndicat de l'architecture. J'ai parlé du syndicat de la magistrature tout à l'heure. Il y a eu aussi un syndicat de l'architecture qui a eu une histoire et qui était dans une sorte de filiation continue, en tout cas, des années 70, du début des années 70. Et il est lancé donc à la fin des années 70, mais en fait le coup est parti trop tard. C'est-à-dire que les lauréats qui seront appelés à construire le forum, Vasconi et Pincréac, sont déjà choisis et ils ont déjà engagé le chantier. Il n'empêche que c'est son projet, c'est un ouvroir potentiel d'architecture exceptionnel. Et on retrouve d'ailleurs dans toutes ces listes des gens qui se feront connaître bien plus tard. On retrouve des projets de jeunesse de Rudy Ricciotti, par exemple, qui aujourd'hui est devenu un architecte célèbre, qui était parfaitement inconnu. Qui a fait le MUSEM, notamment à Marseille. Voilà, on retrouve des projets de Philippe Gazot, qui aujourd'hui est un architecte connu, mais qui à l'époque était étudiant encore. Donc on a vraiment la porte ouverte à vraiment... une palette très large d'architectes. Et puis, c'est l'idée, en effet, d'une utopie, d'un horizon critique dans la ville. C'est peut-être le dernier moment où on se dit que c'est encore possible. Les gens ne sont pas encore tout à fait installés. On peut faire un concours, un coup pour rire. On peut proposer, comme Guy Rottier, une grenouille qui enlace
un pavillon de Baltard, ou comme Hubert Tonka et Jean Bert, un pavillon de Baltard qui s'enfonce dans le trou des Halles. On peut proposer encore une architecture de papier qui ne se pose pas la question de sa transcription dans le réel. Et c'est à peu près le dernier moment où... parce que les grands projets... C'est le dernier moment parce que... Parce qu'ensuite, les grands projets de François Mitterrand seront aussi un moment de créativité exceptionnelle. Et des concours anonymes et ouverts, à nouveau. Mais il y aura quand même l'obstacle du passage à l'acte. Enfin, l'obstacle ou la possibilité du passage à l'acte. Ce qui réduit quand même beaucoup la focale des possibles. Alors, par exemple, sur le concours de la Villette, tout à l'heure vous parliez de Bernard Tchoumi. Oui, Bernard Tchoumi est lauréat en 83. Il y avait une première consultation en 76 par Valéry Giscard d'Estaing. Et un des projets très marquants avait été proposé par Léon Krier, qui était un projet tout à fait surprenant de retour à l'antique, finalement, de retour à une place néoclassique au cœur de Paris. Et ce projet-là a failli être construit. Et puis finalement, François Mitterrand est arrivé, il a arrêté les frais et il a lancé ce nouveau concours pour le parc, qui est devenu une figure du Paris contemporain. Je pense que dans ces concours des années 70, il y a aussi, il y a deux concours qu'on montre dans l'exposition qui sont importants, en tout cas dans ce qu'ils contiennent et dans les enjeux qui les sous-tendent. C'est le concours de la Petite Roquette ou le concours de Romain Inter-Rota, donc un concours qui est un concours pour Paris, un autre qui est pour une étude sur Rome. Pourquoi est-ce qu'ils sont importants ? Parce qu'ils posent la question du lien à la ville. Et tout à l'heure, on se demandait s'il y avait une architecture d'après 68. Donc, on vous a en gros répondu que c'était quand même très évanescent et qu'on ne pouvait pas vraiment dire ça. Par contre, à mon avis, il y a une ville d'après 68. Et la manière dont on va envisager la ville, la manière dont on va construire l'espace urbain, dont on va appréhender l'existant, dont on va greffer une architecture contemporaine sur l'existant, la manière d'envisager une ville comme une espèce de sédimentation, de stratification historique dans laquelle on accepte qu'il y ait une certaine hétérogénéité avec des bâtiments de différentes époques qui se côtoient, qui parfois se confrontent de manière très forte. Ça, c'est véritablement quelque chose qui est en jeu, par exemple, à la Petite Roquette ou pour Romain Inter-Rota. À la Petite Roquette, l'idée, c'était un concours d'idées par rapport à cette prison qui avait été construite en 1836, cette prison panoptique conçue par Lebas. Et la première question qui se pose, c'est déjà, est-ce qu'il faut détruire la Petite Roquette ? Avant d'imaginer l'aménagement des terrains, le premier débat va porter là-dessus. Aujourd'hui, on appréhende ça différemment. Il ne faut pas oublier quand même qu'on vient de vivre le traumatisme de la destruction des pavillons des Halles, qui va quand même aussi faire changer énormément les mentalités et les modes opératoires, les modes d'intervention dans la ville. Et bon, c'est vrai qu'il y a des hypothèses à ce moment-là qui sont émises, on va dire, par les architectes. Par exemple, Christian de Porzampar va travailler là l'îlot avec un espace ouvert, un vide central, travailler le vide dans la ville. Tout à l'heure, Jean-Louis parlait justement du lien entre le privé et le public dans l'architecture. C'est ça, c'est cet espace qui appartient à tous entre les bâtiments. Les hypothèses qu'il va formuler pour la Petite Roquette, ensuite, c'est quelque chose qui sera quelque chose de très structurant dans ce qu'il proposera ensuite aux hautes formes. Et puis même encore, le concept de l'îlot ouvert, c'est quelque chose qu'il a développé dans des constructions beaucoup plus contemporaines. Paris-Rive Gauche, le 13e arrondissement est en train d'être rénové sur des principes fixés par Porzampar qu'on peut faire remonter à ce concours d'idées. Oui, sans problème. Je voulais juste vous poser une dernière question qui est liée plus à une impression aussi de... Voilà, quand on voit cette exposition, c'est une histoire aussi française de mai 68. On parle des écoles, des institutions françaises, des lois. Vous nous avez cité tout à l'heure un cadre législatif très français. En même temps, il y a cette appétence de certains pour l'étranger, vous en parlez dans l'exposition également. Et en même temps, je me suis tout le temps dit, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, Jean-Louis, sur le côté, c'est le début du postmodernisme aussi, la monotonie des façades et le goût de l'ornementation qui arrive. Et il y a toute une histoire qui vient plutôt là des États-Unis ou du monde anglo-saxon. Venturi, c'est 72, sur l'enseignement de Las Vegas. Est-ce que ça a du sens d'essayer d'articuler ce mai 68 français, finalement, avec cette espèce de grande rupture sur l'arrivée du postmodernisme dans lequel on est encore aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut essayer de terminer là-dessus ? Oui, déjà la périodisation est la même, c'est-à-dire que ça commence un peu avant 68.
Venturi 66. Donc juste parce que je ne l'ai peut-être pas bien expliqué, donc Venturi c'est pour le grand axe sur Las Vegas qui décide de faire un peu de Las Vegas une ville totem pour comprendre voilà, le rapport aux images, à l'ornementation, etc. Et qui passe un peu après, par exemple, New York ou Chicago qui sont davantage associés à du modernisme. Et l'idée de Venturi, c'était de regarder en bas pour aller plus haut. C'est-à-dire de s'inspirer des pratiques populaires pour faire une architecture savante, une sorte de populisme architectural, avec tout un tas de vertus et puis un vrai regard sociologique. Mais on a souvent dit que justement c'était une histoire d'Américains. Mais non, c'est pas une histoire d'Américains, le postmodernisme, c'est une histoire d'architectes. Ce sont les premiers dans le monde intellectuel à avoir vraiment forgé le terme. Lyotard a publié La condition postmoderne en 1979. Charles Jencks a publié Le langage de l'architecture postmoderne en 1977. Les architectes se sentaient un peu inférieurs en 68 par rapport à l'université, au monde des idées, se sentaient marginaux dans leur école poussiéreuse, à barbouiller. 10 ans après, ils en arrivent à formuler un concept qui est devenu un peu un Pontosane dans le monde des idées. Les premiers, en tout cas, à le mettre en scène. Il y a T.S. Eliot, il y a d'autres gens avant, certes, et puis on peut remonter très très loin. Mais le premier moment où ça se cristallise vraiment, c'est chez les architectes. Donc, on pourrait s'interroger plutôt pourquoi les architectes ont-ils autant honte d'avoir été à l'origine d'un des termes qui est devenu un pivot du monde des idées. J'ai quelques idées là-dessus. Oui, je trouve que c'est effectivement, c'est tout à fait ça. Donc, il y a les États-Unis, il y a l'Italie aussi. Hein. Ouais. Très, enfin, je veux dire, voilà. Et les liens, effectivement, c'est un moment où, d'une manière générale, les liens vont se développer à l'international. Les idées circulent, les revues circulent, les gens circulent. Hein. Donc ça, donc effectivement, c'est pas une question nationale. Je trouve qu'en plus, ce qui est presque assez paradoxal et assez intéressant, c'est que finalement, donc ça se matérialise, on l'a dit, hein, par le retour de l'ornement, par le retour de la forme, par le retour de l'histoire. Et en fait, on peut un peu se poser la question, quand on revient juste à l'architecture, de se dire finalement, au moment où l'architecture quitte les beaux-arts, elle retrouve sa part artistique. Enfin, je veux dire, c'est quand même un paradoxe, et pas, en fait, finalement, c'est pas un paradoxe, mais c'est quand même une réalité qui est très forte. Et en cela, ça montre bien que ça a vraiment été, ces années 68, ce qu'on a bien compris, c'est pas que 68, c'est ces années 68, c'est véritablement une bascule qui incarne des changements de paradigme, à mon avis, qu'on sent jusqu'à aujourd'hui. Hein. Je veux dire, je ne pense pas qu'il y ait eu, depuis 68, une telle bascule dans le champ architectural. On n'a pas changé de paradigme. Et pour prolonger ce que vous disiez, si c'est une crise, c'est une histoire d'Américains, le postmodernisme, non, je pense que c'est une histoire d'architectes. Et si c'est une histoire d'architectes, c'est parce que c'est une crise du langage. Ce que vous avez exprimé en termes d'ornement, de système d'expression, c'est une crise du langage qui continue. Et c'est pas parce qu'on est sorti d'un style, c'est vrai aujourd'hui, plus personne va dire « Ah, je suis un architecte postmoderne », à part peut-être Léon Krier encore, Maurice Culot, quelques-uns, mais pas beaucoup. Belge et luxembourgeois. Voilà, exactement. En revanche, ça ne veut pas dire on ait résolu les questions qui se posaient à cette époque-là. On n'est pas sorti des grandes interrogations de l'époque. Et ça rejoint... Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir donné envie d'aller voir cette exposition. C'est jusqu'au 17 septembre à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Je précise qu'il existe aussi un petit livre en forme de catalogue que vous avez coécrit avec Caroline Magnac aux éditions B2 et à bientôt dans les studios de Mediapart pour d'autres débats. Merci. Merci.